dégradation du signal. Les dégradations du signal sont nombreuses, mais je commence la première semaine de cours à spécifier une des dégradations qui est fondamentale et qui va être très importante dans nos études, comment le traiter. Donc, il y a plusieurs sources de dégradation. Il y a le bruit de quantification, comme je mentionnais déjà, la saturation de quantification. Donc, si j'ai juste 8 niveaux, il y a des excursions de temps en temps. Je peux saturer mes échantillons. Il y a les erreurs de timing ou de jig. Donc, que l'horloge n'est pas parfaite et je ne suis pas centré nécessairement à un bon moment d'échantillonnage. Le bruit de canal, il y a le bruit thermique. Ça, c'est le bruit qui vient des composants électroniques qui génèrent un bruit thermique avec une distribution gaussienne. Donc, c'est un bruit qu'on ne peut pas contourner, c'est dans tous nos systèmes électroniques. Il y a aussi l'interférence. Par exemple, dans un système cellulaire, il y a une station de base, plein de mobiles autour, et avec ces communications, ça se peut qu'il y ait d'interférence d'une voie de communication à l'autre. Donc, plein de choses intéressantes. C'est ce que nous allons faire dans le cours ici, c'est surtout de parler de le bruit thermique. Le bruit thermique, parce que c'est ce qu'on appelle le bruit additif gaussien, que nous avons déjà discuté un peu. Donc, c'est certain que la grosse majorité de cours est centrée sur un système qui adresse le bruit thermique. Mais le deuxième, le plus important, c'est l'interférence intersymbole. Donc, ça, c'est un peu différent. C'est ce qu'on a vu dans les autres situations. Donc, je vais en parler aujourd'hui. Et c'est une chose que nous allons toujours essayer d'éviter. Et des fois, on va essayer de la contourner. Donc, pendant le cours, différents chapitres, nous allons adresser cette interférence intersymbole. Donc, je pense que ça vaut la peine de commencer tout de suite, première semaine de cours, de discuter c'est quoi l'origine de ce bruit et comment est-ce c'est quoi les impacts. Donc, encore une fois, on va concentrer sur le bruit canal dans le bruit thermique et l'interférence intersymbole. Nous allons aborder maintenant l'interférence intersymbole. Donc, l'interférence intersymbole, elle arrive à la propagation des impulsions. J'ai des impulsions une après l'autre, bits une après l'autre, RZ, NRZ, c'est pas important, c'est une séquence des impulsions qui est envoyée. Deux observations. Le temps de signal est toujours limité. J'envoie l'information mardi matin à 9 h. C'est fini à 10 h. Donc, le signal est limité en temps dans ce sens-là. Le canal, par exemple, la voie de communication, finalement sont des composants physiques et ils ont une certaine bande passante disponible, n'est pas infinie. Donc, cette bande passante limitée et le signal est limité en temps, donc un est limité en fréquence, l'autre est limité en temps. Mais nous avons des cours d'analyse des signaux. On a vu que dès qu'un signal est limité en temps, ça veut dire qu'il y a toujours un support infini dans le domaine fréquentiel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le temps limité, une impulsion. Impulsion, temps limité. Pour le canal, c'est un circuit physique. Si je regarde dans le domaine fréquentiel, il y a une certaine bande passante. Pour le pertorsidé, c'est quelques kilohertz. Pour le câble coaxial, c'est quelques mégahertz. Pour le fibre optique, c'est des terahertz. Mais c'est toujours limité. Il y a une certaine bande fréquente qui est passée et d'autres qui sont coupées. Donc, s'il est limité en temps, l'analyse des signaux nous dit que ça veut dire que dans le domaine fréquentiel, pour le signal, c'est toujours un support infini. Donc, le contenu fréquentiel, il y a toujours toutes les fréquences qui sont présentes parce qu'il est limité en temps. Bien sûr, c'est une question de niveau.
Donc, si la majorité de l'énergie est dans la bande passante de mon canal, peut-être tout va être bien. Mais dans certaines situations, ce ne serait pas le cas. Et ça sera la source d'interférence intersymbole. Voici quelques illustrations que j'ai faites en MATLAB pour vous aider à comprendre le concept et l'origine de l'interférence intersymbole. Ici, on a le domaine temporel. Donc ici, c'est l'impulsion de signal dans le domaine temporel. Donc ça, c'est l'impulsion envoyée avant le filtrage. Donc, elle n'est pas passée par le canal encore, elle est juste là. Ici, j'ai le signal dans le domaine fréquentiel. Donc, c'est une forme rectangulaire. Donc, on voit ici, c'est la forme d'une sinus cardinale. Et j'ai indiqué ici la largeur de bande. Donc, j'ai une certaine largeur de bande, je pense que c'est nul à nul, pour mon signal. Et je vais passer ce signal par un canal. Je commence avec un exemple où le canal est très, très large. C'est 10 fois plus large que le signal envoyé. Donc ici, la largeur de bande du canal, c'est un canal qui a une bande réponse en fréquence parfait, passe-bas parfait, donc rectangulaire. Et une fois que ce signal passe par ce filtre, voici le résultat après filtrage. Il y a un peu d'oscillation, mais en gros, l'impulsion occupe le même temps après filtrage qu'avant le filtrage. C'est parce que le filtrage est tellement large qu'il n'y a presque pas d'effet de tout sur le signal. C'est certain que les lobes secondaires très, très loin, le 6e, 7e, ils sont coupés, mais il y a très, très peu d'énergie. Donc, même s'ils sont coupés pendant la transmission, la distorsion est minimale. Un petit peu d'oscillation. Donc, pas d'interférence intersymbole dans cette situation parce que, malgré que c'est vrai que le signal a un support infini, le canal est assez large que ce support infini, c'est négligeable. Maintenant, on passe à un exemple où la largeur du canal est de même ordre de grandeur que le signal. Donc, ici, j'ai la forme rectangulaire pour le canal et on voit que ça couvre exactement le lobe principal du signal. À ce moment-là, il y a un peu plus de distorsion introduite parce que les lobes secondaires sont un peu plus importants qui sont coupés par le canal. Donc, on commence à voir des excursions de l'impulsion qui dépassent le temps d'une bit. Donc, normalement, le rectangle ici de transmission de mon impulsion est doit être nul ici, mais au lieu d'être nul, il y a des petits lobes secondaires qui sont produits. Ils sont produits au cause de cet effet d'avoir passé par un canal qui n'est pas assez large. Donc, imagine qu'on continue la même idée et maintenant, c'est la moitié de la largeur de bande du signal. Donc, maintenant, la moitié de même le lobe primaire est coupé par ce passage par un canal. À ce moment-là, voici le résultat dans le domaine temporel après le filtrage. On peut voir qu'ils ont des échos importants qui sont hors de l'intervalle original de transmission. Donc, en bleu, c'était nul. Et après ça, dans ce petit intervalle de temps, j'avais une impulsion envoyée. Mais au cause de bande passante limitée de mon canal, rendu au récepteur, le signal est beaucoup plus large qu'il était temporellement, beaucoup plus large qu'il était à l'envoi. Donc, il y a un étalement de l'impulsion à cause d'un filtrage qui n'est pas assez large. Donc, la distorsion introduite par passer par un canal qui n'est pas assez large, c'est sur une impulsion, c'est d'étirer l'impulsion. Et ici, c'est l'exemple encore plus extrême où il y a juste 10% de bande passante qui est couvert par le canal. Et ici, on peut voir l'étirement, c'est encore ridicule. Donc, l'exemple que nous avons vu à date était pour une impulsion isolée. Et ce n'est jamais une impulsion isolée qu'on envoie. On envoie une impulsion après l'autre. C'est une séquence de bits qui est notre donnée. Donc,
Quand j'ai une impulsion isolée, par exemple, j'ai la séquence 1 et suivie par 0, à ce moment-là, supposons que je passe par un canal qui n'est pas idéal, qui n'est pas assez bande passante. À ce moment-là, il y aura un étalement. Donc, c'est ce que nous avons vu dans les simulations tantôt. Cette impulsion rectangulaire devient étalée. Donc, si je regarde les moments d'échantillonnage, donc ces lignes verticales indiquent le temps d'échantillonnage. D'habitude, quand je vais au récepteur, je vais utiliser mon horloge, j'échantillonne le signal reçu et je décide est-ce qu'il y a une 0 ou une 1 envoyée. J'échantillonne ici, c'est clair, le niveau est élevé, c'est une 1 qui est envoyée. Normalement, le prochain bit doit être une 0. Donc, je dois être ici à 0, mais au lieu d'être à 0, il y a l'énergie qui reste de l'impulsion précédente qui va nuire à la réception de cette bit à cause d'une interférence. C'est une interférence qui vient des autres symboles. Donc, c'est la séquence à moi. Ce n'est pas une interférence, ce n'est pas un autre téléphone cellulaire qui embarque dans la même plage fréquentielle et qui cause l'interférence. Non, non, non. C'est mon signal qui nuit à mes communications. Parce que le bit ici précédente et n'est pas fini quand le prochain bit commence. Donc, ici, on voit avec les séquences 1, 0, 0, mais imagine que nous avons différents. Qu'est-ce qui arrive à différents bits qui sont suivis par l'autre? Bien sûr, ce sera la superposition. Donc, j'aurai cette impulsion. Il n'y a pas d'impulsion ici parce que c'est unipolaire, il n'y a rien envoyé. Et il y aura une autre impulsion, impulsion. Donc, c'est ça qui envoie si on a considéré une impulsion isolée, mais bien sûr, c'est la superposition de toutes ces impulsions qui va être au récepteur. Donc, ici, c'est la forme de superposition et c'est ça le signal qui est reçu. Donc, au lieu d'avoir, c'est ce qui est envoyé ici, où il est très clair, 1 suivi par 0, suivi par 1, ici, ça devient beaucoup plus mou. Et ça, c'est sans le bruit. Ça, c'est juste l'effet d'interférence intersymbole. Donc, avec l'interférence intersymbole, c'est encore empiré quand j'imagine qu'il y a du bruit autour de ces valeurs. Donc, cette introduction était juste pour vous montrer qu'il y aura des circonstances qui sont reliées simplement à notre besoin d'envoyer l'information par la voie d'une communication qui est limitée, qui va faire une sorte de dégradation du signal. Et on peut dire, mais c'est facile, on va juste l'envoyer par une voie de communication qui est assez large. Sauf que dans notre société, on veut toujours envoyer l'information plus vite. On veut avoir une réponse plus rapide pour faire le download d'une page web sur notre téléphone cellulaire, etc. Donc, on a le marché qui force toujours d'envoyer l'information plus vite. Donc, envoyer plus vite, même si on n'a pas plus de largeur de bande, ça va arriver à cette situation. Donc, nous allons parler pendant le cours de comment éviter ce problème, comment d'avoir des signaux qui sont formatés d'une manière très efficace. Et deuxièmement, c'est quoi la complexité, c'est quoi le traitement signal qu'on peut ajouter pour retourner d'une situation compensée pour cet effet. Donc, juste une dernière illustration. Ça, c'est juste une autre manière de voir exactement la même chose qu'on a vu ici. Juste une autre graphique pour essayer de comprendre ce concept. Donc, normalement, j'aurais envoyé le jaune suivi par le cyan, suivi par le bleu, suivi par le rose, suivi par l'orange. Mais dans le cas ici, il y a une interférence intersymbole, mais il arrive d'une autre raison. La raison ici était d'avoir passé par une fil plus mince. Mais ici, c'est le même effet, mais c'est à cause d'un chemin multiparcours. Donc, par exemple, on retourne à cette idée de téléphone cellulaire. Téléphone cellulaire, il y aura une antenne, et après l'antenne, il y aura des réflexions parce que ça va frapper un mur, ça va frapper une montagne, ça va frapper quelqu'un qui marche autour. Et la deuxième antenne qui va recevoir ce signal sans fil,
il y aura une réflexion ici, il y aura une direction là. Donc, il n'y aura pas un seul signal qui arrive, mais il y aura plusieurs. Donc, ici, c'est le jaune, mais il y a plusieurs jaunes. Parce que peut-être la ligne directe et le plus fort, le moins d'atténuation, c'est le lobe ici. Mais une deuxième réflexion, ça peut être atténué, parce que c'est fait une réflexion, mais il arrive plus tard, donc il y a un délai, mais il est toujours là. Donc, même dans cette situation, qu'est-ce qu'on appelle en anglais multipath, même avec les multiparcours, il y aura le même effet d'interférence intersymbole. Donc, c'est mes symboles qui nuisent à mes communications, mais ce n'est pas parce qu'ils sont trop larges, c'est parce qu'il y avait des réflexions et plusieurs réflexions sont superposées. Donc, finalement, ça devient un peu le même effet. Donc, l'interférence intersymbole, elle arrive dans le sans-fil, beaucoup à cause de cet effet, et elle arrive dans toutes les voies de communication quand on essaie d'envoyer l'information très, très vite.